Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Les New York Knicks sont en finale NBA. Et oui, cette phrase est bel et bien réelle. Les Knicks vont disputer les finales NBA pour la première fois depuis 1999. Ça faisait 27 ans qu'ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition. Ils y sont, les New-Yorkais. Rendez-vous le 3 juin prochain pour le match 1 des finales. Ce sera soit face au Thunder, soit face aux Spurs. Et quelle saison incroyable pour les New-Yorkais qui sont finalement à la place. On les attendait parce que, rappelez-vous, au début de la saison, tout le monde voyait les Knicks être champions ou au moins aller en finale. Et ils y sont, les New-Yorkais. Il y a quelques semaines d'ailleurs, je parlais ici même du premier tour et j'attaquais les Knicks après leur début de série raté face à Atlanta. J'étais en colère du visage et du contenu proposé par les Knicks. Au mois de janvier aussi, c'était d'ailleurs le premier épisode de Fade Away, j'évoquais les Knicks et ils étaient en pleine période en pleine série de défaites après cette NBA Cup. Ils sortaient d'une gifle reçue face aux Pistons. Oui, il y avait un peu de scepticisme autour des Knicks, mais il y avait quand même beaucoup d'attentes, énormément d'attentes, même parce qu'on attendait vraiment les Knicks être à cette place-là. Et au final, ils y sont. Et le switch depuis le match 3 raté face aux Hawks, vous vous rappelez de ce game winner de CJ McCollum et derrière la dernière possession complètement ratée de Jalen Brunson et de Josh Hart. Les Knicks étaient menés 2-1 et au final le switch depuis ça est absolument ahurissant. Ils n'ont plus perdu depuis. Voilà, ils n'ont pas perdu de tout le mois de mai. Leur dernière défaite, elle date du 24 avril et là on est fin mai, donc ça fait un mois pile qu'ils n'ont plus perdu. C'est assez dingue. 11 victoires de suite donc pour les Knicks, c'est évidemment un run historique. C'est la 5e équipe de l'histoire avec une telle série de victoires. C'est la première équipe à le faire depuis les Warriors 2017 et je vais vous donner des chiffres. Ça c'est des séries, des matchs qui terminent des séries. Donc match 6 face à Atlanta et derrière les deux matchs 4 face aux Sixers et face aux Cavs, c'est plus 51, plus 30 et plus 37. Quand les Knicks ils ont l'opportunité de terminer une série, c'est une boucherie totale. Eux ils font pas dans la demi-mesure. C'est un différentiel, ils ont un différentiel moyen de 23,8 points. 12-2 dans le bilan de ces playoffs. Ils ont roulé au final sur la conférence Est après des débuts de playoffs complètement ratés. Franchement, c'est assez dingue la trajectoire qu'ils ont. Je parlais du switch, je parlais du changement total de visage des Knicks entre le match 3 contre Atlanta et le match 4. C'est aussi, je pense, les ajustements tactiques. Et c'est ça qui m'interpelle le plus. C'est la façon avec laquelle les Knicks se sont séparés d'une dépendance à Jalen Brunson. Ça, franchement, c'est magnifique. Et c'est peut-être ça la nouvelle grosse force de New York. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont pas obligés de compter sur des exploits individuels de Jalen Brunson. Je vais prendre l'exemple du match 4 face à Cleveland. Au début du match, il rentre rien. C'est pas grave parce que il a rien forcé au tir. Il distribue. Ses coéquipiers aussi autour ont utilisé sa gravité parce que évidemment c'est quand même c'est le franchise player des Knicks, c'est une star, c'est une superstar. Et il attire les défenseurs, il attire tous les regards sur lui et ses coéquipiers autour utilisent ça pour scorer. Et c'était pareil d'ailleurs au match 2. Globalement, toute la série, il n'a pas forcément mis dedans, mais c'est pas grave parce qu'au final, les Knicks ont sweep les Cavaliers, leur ont roulé dessus et ont vraiment montré qu'ils étaient les patrons de cette série et globalement de la conférence Est. Parce que dans ces ajustements tactiques de Mike Brown, évidemment, voilà, il y a la fin de cette Brunson dépendance quand je viens de le dire. Il y a aussi le fait que Karl Anthony Towns soit de beaucoup plus playmaker. C'est quelque chose qu'on reprochait pas mal et à Mike Brown et à Kat qui avaient l'air de ne pas trop s'entendre. Au final, ils ont l'air d'être désormais sur la même longueur d'onde parce que le rôle de Karl Anthony Towns a évolué. Il est devenu beaucoup plus important dans cette attaque des Knicks, beaucoup plus porteur de ballon.
Et puis il attire aussi plus de défense parce que c'est un intérieur qui peut shooter, donc évidemment que les défenseurs le collent, ça écarte la défense, ça crée des décalages, ça crée des cuts. Et on a notamment pu voir beaucoup de jeux à deux entre lui et Mikal Bridges. Et Mikal Bridges qui a mis dedans, qui adore prendre ces petits shoots là, ces petits pull-ups en déséquilibre en tête de raquette ou à mi-distance. Ça c'est aussi dû grâce au décalage créé par Brunson et par Karl Anthony Towns. C'est la nouvelle... la nouvelle disposition offensive des Knicks qui sont beaucoup plus au mouvement, beaucoup plus libres et qui jouent bien mieux en attaque qu'au début de ces playoffs. Et je parlais de Jalen Brunson, je suis évidemment obligé d'évoquer Jalen Brunson en long, en large, en travers. Mais s'il vous plaît, donnez-lui toutes les fleurs du monde, donnez-lui tout l'argent du monde, donnez-lui même les clés de la ville de New York, donnez-lui tout ce que vous voulez, parce que Jalen Brunson, c'est le meilleur athlète récent de toute la ville de New York. Voilà, il est au-dessus de d'Aaron Judge en baseball, il est au-dessus de Odell Beckham Jr. En football américain, il est au-dessus de qui vous voulez. C'est le meilleur sportif d'une équipe sportive de New York des dernières années. Tout simplement parce que sa campagne de playoff allait encore de très haut niveau. MVP des finales de la conférence Est à l'unanimité, quasi 26 points de moyenne et 8 passes avec 48% au tir, c'est très propre. La trajectoire de sa carrière est absolument folle. Il est choisi au second tour de sa draft. Les gens ont dit qu'il était trop petit. Les gens, quand il est arrivé aux Knicks, les gens ont dit qu'il était surpayé. Les gens ont dit que c'était pas une superstar. Et lui, il a eu le courage de faire ce que plusieurs superstars ont refusé, ont échoué, c'est-à-dire ramener les Knicks en finale. Et il a fait mieux que ça. Il a pris un pay cut de 113 millions d'euros à l'été 2024. Rappelez-vous, ça veut dire qu'il pouvait prolonger l'année d'après et prendre plus d'argent. Il a dit non, moi je suis prêt à m'asseoir sur 113 millions de dollars parce que j'ai envie que ma franchise m'entoure mieux de meilleurs joueurs. Et son économie d'argent l'a permis de signer les joueurs du 5 majeur actuel, d'être allé chercher Karl Anthony Towns, d'être allé chercher Josh Hart, d'être allé chercher Mikal Bridges, d'être allé chercher OG Anunoby, etc., etc. Son pari, il est gagnant. Franchement, quel homme, Jalen Brunson. Pour moi, il est dans la légende de sa franchise. Je sais pas si c'est le meilleur joueur de l'histoire des Knicks, mais en tout cas, il est peut-être top 3, top 4, ça c'est à discuter. Mais si Jalen Brunson va chercher le titre, là pour moi c'est indéniable, ce sera le meilleur joueur de l'histoire des Knicks. Et puis je vais évoquer quand même avec celui avec qui il forme son duo, Karl Anthony Towns. C'est un joueur qui m'a beaucoup frustré, qui m'a beaucoup énervé, avec qui parfois je m'arrachais les cheveux. Et je pouvais en dire du bien, je pouvais en dire du mal aussi. Mais franchement, Karl Anthony Towns, je dis bravo et respect parce qu'il a une excellente mentalité. C'est un excellent coéquipier qui a su s'adapter aussi dans un rôle différent. Il est peut-être un peu moins scoreur, on le voit moins. On le voit pas mettre 30-35 points. Il en met une quinzaine, une vingtaine. Mais il râle pas. Il a une excellente mentalité. Lui, il fait tout ce qu'il faut pour faire gagner les Knicks. Et surtout, il a progressé en défense. Et ça, c'est peut-être la chose la plus incroyable qu'ont réussi à faire Mike Brown et ses assistants. Ils ont réussi à faire de Karl Anthony Towns un bon défenseur. Ça, voilà, il a fallu attendre 11 ans en NBA pour voir Karl Anthony Towns être un bon défenseur, et ça arrive au meilleur moment, puisque du coup les Knicks sont en finale NBA aussi grâce à lui, parce qu'il a un impact, pas forcément dans les chiffres, mais dans tout ce qu'on voit sur le terrain, il a un impact, Karl Anthony Towns. Et puis OG Anunoby, c'est pareil, c'est même plus OG Anunoby, c'est Kawhi Leonard pour moi sur ces playoffs. Alors il y a eu un bobo à la cuisse, mais il est déjà derrière lui, et j'ai pas franchement eu l'impression qu'il a beaucoup souffert de cette blessure, puisque il m'a pas montré de difficultés quand il a dû rejouer au basket. En tout cas pour moi, OG Anunoby, c'est le joueur des Knicks qui était le plus régulier sur ces playoffs. Il a porté les Knicks au début, en tout cas face à Atlanta, quand Kat n'était pas forcément dedans, quand Brunson n'était pas forcément dedans, quand Mikal Bridges était... c'était pas qu'il était pas dedans, c'est qu'il était totalement absent. Il y avait un joueur qui surnageait un petit peu dans ces difficultés des Knicks, c'était OG Anunoby, et il a continué à être hyper régulier, à être dans son rôle, à rentrer ses shoots, à être un excellent défenseur. C'est pour ça que les Knicks sont allés le chercher, c'est pour ça qu'ils ont fait le trade il y a quelques années en envoyant RJ Barrett et Emmanuel Quickley. C'est pour avoir ce joueur-là, ce joueur qui fait la différence et qui te permet d'atteindre les finales. Et puis voilà, il faut que je fasse mon mea culpa. Sur Mikal Bridges, je suis désolé, j'ai dit
énormément de mal sur lui. C'est un joueur avec qui j'avais beaucoup de mal, pour pas dire que je le détestais, parce que pour moi, il a coûté hyper cher. 5 first pick de draft, pour moi, pour Mikal Bridges, c'est trop. Là, il faut dire bravo. Et là, sur ce run de playoff, en tout cas depuis le changement total d'état d'esprit des Knicks, depuis le match 4 face à Atlanta, il vaut chacun des pics que les Knicks ont envoyés pour lui. Efficacité au max, présence des deux côtés du terrain. En attaque, il met ses shoots. En défense, il répond présent. C'est un des leaders défensifs des Knicks. Il est parfait dans son rôle. Bravo, Mikal Bridges. Et je m'excuse d'avoir critiqué. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Moi, je le fais. Je reconnais mon erreur. Voilà. Je tourne la page. Je ne suis plus un hater de Mikal Bridges. Il faut qu'il continue comme ça, par contre. Il faut pas qu'il se rate sur ses finales. En plus, lui, il a l'expérience. Il a déjà atteint les finales. Chose que Brunson, Towns, etc. n'ont pas fait. Anunoby et Bridges ont déjà connu les finales. Anunoby, d'ailleurs, il est déjà champion NBA avec Toronto en 2019. Donc, l'expérience qu'ils ont, ça doit permettre aux Knicks d'essayer d'aller chercher la bague. Ils sont plus qu'à 4 victoires de le faire, et j'ose espérer que Mikal Bridges il fasse partie des leaders de ces Knicks comme il l'est depuis le match 4 face à Atlanta. Et puis derrière ce 5 majeur, tous les soldats des Knicks, évidemment, Josh Hart qui est le 5e membre de ce 5 majeur, qui est pour moi le représentant numéro 1 de l'ADN des Knicks. C'est le cœur et les poumons de cette équipe. C'est un joueur qui est adoré par les fans, et je peux comprendre, c'est un joueur qui colle tellement à la mentalité Knicks. José Alvarado pareil, qui se donne à 200% à chaque fois qu'il est sur le terrain. Mitchell Robinson constamment présent sous le cercle, au rebond, c'est une menace sur les alley-oops. Et en plus, c'est une belle histoire, Mitchell Robinson, parce que c'est le joueur le plus ancien dans cet effectif des Knicks. Ça fait 8 ans qu'il est dans la franchise. Il a tout connu. Il a connu les saisons de galère, les saisons du tanking. Il a connu la petite lueur d'espoir que tu as eu avec Thibodeau quand t'es arrivé, quand tu fais la saison sous Covid, là où tu sors au premier tour contre Atlanta. Il a connu la saison avec Kemba Walker et Evan Fournier. Et puis derrière, il a connu les playoffs, le second tour, les finales de conf l'année dernière, et là il arrive enfin à passer ce step et à accompagner les Knicks jusqu'en finale NBA. C'est une très belle histoire pour lui, qui est du coup dans la franchise depuis très longtemps et qui a tout vécu ici. Ça fait vraiment plaisir de le voir là. C'est un joueur hyper attachant, c'est un joueur hyper apprécié aussi par toute la fanbase de New York. Et puis Landry Shamet, qui est tellement précieux, et il faut dire un petit mot sur Landry Shamet parce que lui aussi il a une histoire particulière. Il était au Knicks l'année dernière, mais il avait qu'un contrat d'1 an, il était agent libre, il est resté à New York pour s'entraîner parce qu'il avait l'espoir d'être signé à nouveau. 16 jours avant le début de la saison, il signe un contrat qui est d'abord un contrat de training camp, donc c'est pas forcément un contrat garanti, et au final, c'est le joueur le plus efficace des playoffs de toute la ligue au pourcentage. C'est absolument indécent ces pourcentages. 92% à 3 points sur ses finales de conférence, 11 sur 12, voilà, 92% sur ses finales de conférence. Il avait vraiment la main, le poignet réglé à l'efficacité. Il a vraiment permis aux Knicks de non seulement de faire les runs quand il fallait les faire, mais surtout de s'envoler dans ce match 4 et de valider le sweep et la qualification en finale. Bravo Landry Shamet, qui, avec le contrat qu'il a, dans le rôle qu'il a, qui est pas forcément mis en avant, et ben on voit que ces role players là, ils sont hyper précieux, et on peut le voir d'ailleurs dans l'autre finale de conférence, du côté du Thunder, des Alex Caruso ou des Jared McCain. Ils sont pas titulaires, et quand même, ils apportent leur pierre à l'édifice, et ils sont présents quand Shai Gilgeous-Alexander est en difficulté. Donc, Landry Shamet, il faut mettre de la lumière sur lui. Bravo pour ses playoffs, bravo, immense bravo pour sa finale de conférence, ce 92% à 3 points. Moi, perso, j'en reviens pas, mais en tout cas, il a permis aux Knicks d'atteindre les finales NBA, et je le répète parce que ça me fait très plaisir de le répéter, que les Knicks, il ne reste plus que 4 victoires avant de soulever le trophée Larry O'Brien. Et puis, quand une franchise arrive à atteindre le stade des finales, il faut féliciter tout le monde. Alors évidemment, les joueurs qui sont les premiers acteurs, qui sont sur le terrain, mais il faut aussi féliciter les gens en coulisses, et notamment le coach, Mike Brown. Bravo pour l'adaptation et le changement total
C'était pas facile pour lui comme saison. Il y a eu d'énormes attentes autour de lui. Quand je dis que les attentes elles étaient énormes, c'est parce qu'il remplaçait Tom Thibodeau qui sortait d'une finale de conférence. Lui, les objectifs étaient de faire au moins aussi bien, si ce n'est de faire mieux. Donc au moins les finales NBA. Il y a eu beaucoup de doutes à sa signature, beaucoup de critiques sur le choix aussi de Mike Brown parce qu'il y avait d'autres candidats. Ça parlait de Jason Kidd, ça parlait de Billy Donovan, ça parlait un petit peu de Quinn Snyder, ça parlait aussi peut-être de Tyler Jenkins qui était avant le coach, qui vient de signer aux Bucks mais qui était le coach précédemment des Grizzlies. Ça pouvait parler aussi de Johnny Bryan qui est adjoint aux Cavaliers, qui était ancien adjoint de Tom Thibodeau Knicks et qui connaît bien la franchise. Au final, c'est Mike Brown qui a été choisi. Ça a même demandé son licenciement après la NBA Cup pendant la période de moins bien. Le mois de janvier des Knicks, il était à jeter à la poubelle, c'est vrai. Mais ça a demandé son licenciement à quelques mois des playoffs, ça a demandé son renvoi même après la série face à Atlanta, comme si les Knicks allaient virer son coach en plein milieu d'une série. Alors je pense que s'il y avait élimination au premier tour, il se serait fait virer parce que c'était une faute professionnelle. Ben, au final, en un an, il fait mieux que son prédécesseur qui lui était 5 ans. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais il fait mieux que Tom Thibodeau qui était là pendant 5 ans. L'effectif qu'il avait, il l'a utilisé de la meilleure façon possible. Il fait jouer et il maximise son banc, ce que ne faisait pas Tom Thibodeau. Offensivement, les Knicks n'ont jamais été aussi forts. Tom Thibodeau n'était pas capable de faire jouer les Knicks comme ça. C'était un changement qui était nécessaire parce que Tom Thibodeau a fait énormément de choses à New York. Il a installé une culture, il a remis un petit peu cet ADN de la gagne, cet ADN de la compétition à New York. Mais il avait atteint son plafond. Mike Brown, c'était un choix qui était peut-être discutable, mais aujourd'hui, sur quoi on peut discuter? Voilà, Mike Brown, il a réussi son pari, ramener les Knicks en finale NBA. Pour l'instant, ils sont encore en course, ils doivent attendre leur adversaire. Ils vont arriver pour moi avec un avantage qui est vraiment pas négligeable, qui est l'avantage déjà de la confiance et de la dynamique, parce qu'ils sortent de 2 sweeps consécutifs, et ils vont surtout arriver avec l'avantage de la santé, parce qu'au moins eux, ils vont avoir du repos. À voir si la série entre OKC et les Spurs va en 6 ou en 7. Mais en tout cas, les Knicks vont arriver plus frais que leur futur adversaire en finale NBA. Donc gros coup de chapeau à Mike Brown qui a su se remettre en question en plein milieu d'une série, qui a su parfois adapter des choses, il l'a lui-même dit en conférence de presse. Il n'avait pas forcément pensé à faire de Karl Anthony Towns un playmaker. Il a regretté de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais au moins, il y a pensé au bon moment. Ça a permis aux Knicks de complètement activer le mode playoff et au final d'effacer tous les doutes qu'il y avait autour d'eux. C'est un coach qui est très sous-estimé pour moi. Je pense que Mike Brown, il est capable de gagner partout où il passe et souvent dans des contextes compliqués. Déjà, faut pas oublier qu'il a connu déjà les finales NBA en 2007 avec les Cavaliers de LeBron James. Donc là, il est de retour à ce stade de la compétition. C'est mérité pour lui. Après tous les efforts qu'il a dû faire pour trouver des solutions pour relancer les Knicks. Et c'est surtout un coach qui a permis à Sacramento, on parle des Kings, de retourner en play-off. C'était en 2023, vous vous rappelez, que les Kings sortaient, je crois, de 16 ou 17 ans sans participation au play-off. C'était peut-être, pour moi ça l'est encore, c'est la pire équipe de la NBA actuelle. Il a réussi à aller en play-off avec les Kings. Et je pense qu'on donne pas assez de crédit à ça. Mike Brown a réussi à amener les Kings en play-off. C'est quand même incroyable comme performance. Donc voilà, je pense que ça mérite de donner un petit peu de crédit. Évidemment pour ce qu'il a fait à Sacramento, mais aussi pour ce qu'il a fait à New York cette saison. Et puis tout en haut de la pyramide, enfin presque, on a le président, Léon Rose, le président des opérations basket. Franchement, respect total à ce monsieur, parce que c'est quelqu'un qu'on voit pas forcément, d'avoir pas du tout dans les médias. Il a aucune interview, aucune déclaration, etc. C'est quelqu'un qui bosse dans l'ombre. C'est un ancien agent, notamment l'agent de Carmelo Anthony, l'ancien agent de LeBron, agent d'Allen Iverson, agent il me semble aussi de Dwayne Wade. Alors non, il n'était pas agent de Dwayne Wade, mais il a négocié avec l'agent de Dwayne Wade pour former le trio du 8 avec LeBron et Chris Bosh. Enfin bref, c'est un ancien agent NBA qui avait un énorme carnet d'adresses, qui a été engagé en mars 2019 par les Knicks pour tenter de relancer la franchise. Franchement, il l'a fait haut la main. Donc respect total pour son travail depuis des années, parce que la signature de Jalen Brunson, c'est lui, c'était peut-être un des seuls qui a cru en Jalen Brunson. Le trade de Josh Hart, c'est lui. Le trade de Karl Anthony Towns, c'est lui. Le trade de Giannunoby, c'est lui aussi. Le trade de Mikal Bridges, c'était osé de donner 5 first pick.
c'est lui, et au final on voit que c'est un choix payant. Le choix de Mike Brown, c'est lui aussi. Même s'il y avait des critiques, il a essuyé les critiques, il a fait confiance en son choix, ça a marché. Pareil pour Landry Shamet, c'est lui qui a décidé de le signer. Voilà, c'est un architecte qui a façonné cette équipe petit à petit, sur le long terme, sans forcément foncer vers les stars alors qu'il aurait pu. Et puis surtout, New York, à chaque fois, il y a des rumeurs sur des stars. Je me rappelle de la rumeur de Donovan Mitchell avant qu'il aille à Cleveland, des rumeurs sur KD, des rumeurs sur Giannis. Évidemment, toute la saison, il y a eu des rumeurs sur Giannis, surtout à partir du mois de janvier et février, quand la trade deadline s'approchait. On était en train de parler peut-être d'un trade entre Kat et Giannis. Au final, ça ne s'est pas fait. C'est du grand travail de construction sur le long terme pour amener les finales NBA à New York. C'est un exemple de réussite, c'est un exemple à suivre aussi pour d'autres franchises. Donc bravo Léon Rose, depuis toutes ces années, ce travail dans l'ombre pour construire un effectif à la hauteur. Et voilà, ces Knicks, ils auraient pu être en finale en 2024, mais il y avait des blessures. Ils auraient dû être en finale NBA en 2025, mais il y a ce run historique des Pacers avec évidemment ce shoot venu de nulle part de Tyrese Haliburton. Il y a eu des blessures, il y a eu des choix frustrants au coaching de Tom Thibodeau ces dernières années, il y a eu de la maladresse, il y a eu de la malchance. Cette année, rien de tout ça. C'est une masterclass collective des joueurs, du staff et des dirigeants. Et pour les Cavaliers, alors, est-ce que cette saison est un succès? Parce qu'il y a une finale de conf, mais il y a eu beaucoup de difficultés pour y arriver. Tu passes 2 fois en 7 matchs. Alors au premier tour, tu sors Toronto, un peu dans la difficulté. On se dit peut-être, tiens, ils ont besoin de temps pour se mettre en route. Au second tour, tu sors les Pistons qui étaient leaders de l'Est. On se dit, tiens, c'est pas mal comme performance. Mais bon, dans le contenu, des fois, c'est un peu compliqué. Et derrière, tu te fais sweeper assez sèchement. T'as pas forcément montré grand-chose. Même si le match 1, pendant limite tout le match, tu mènes. Et les 7 dernières minutes, t'as un passage à vide et tu perds ce match. Et au final, tu perds totalement le contrôle total de la série. Mais voilà, tu te fais sweeper de façon assez médiocre. Il y a un très gros été à venir du côté de Cleveland. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu gardes? Que faire de Mitchell et Harden? Alors les deux veulent rester en tout cas. Je ne sais pas si le front office l'entend aussi. Qu'est-ce que tu fais avec Kenny Atkinson, qui est beaucoup critiqué niveau du jeu? C'est vraiment pas satisfaisant le jeu proposé par Cleveland, mais il y a une progression dans les résultats malgré tout, parce que c'est une finale de conf, c'est la première finale de conf que tu fais depuis le départ de LeBron. Voilà, et Shams d'ailleurs avait dit qu'il allait rester pour une 3e année consécutive. Donc est-ce que son info est vraie? Est-ce que les dirigeants de Cleveland vont encore faire confiance à Kenny Atkinson, peut-être lui laisser une dernière chance? Voilà. LeBron James est libre aussi, est-ce que tu vas aller le chercher? Je pose ça là. Moi en tout cas, ma théorie, je le dis et je le répète encore et encore, pour moi, LeBron va y aller, va faire sa dernière année, parce que pour moi, c'est inconcevable qu'il s'arrête cet été sans dire adieu, sans tourner d'adieu, comme a pu le faire Michael Jordan. On parle quand même de LeBron James, qui est peut-être l'icône absolue du basket, qui est peut-être le GOAT, mais je vais pas rentrer dans ce débat-là. Je vois absolument pas LeBron s'arrêter comme ça, sans rien dire. Je pense qu'il va se faire une dernière saison d'adieu, il va avoir sa tournée d'adieu dans toutes les arénas, et moi je le vois vraiment finir à Cleveland. C'est chez lui, c'est sa ville, voilà, la NBA a envie de ça. Je pense que LeBron, qui est aussi un fou du storytelling, a envie de ça. Donc moi c'est ma théorie, est-ce que ça va le faire ou pas? On verra. Et puis il y a aussi le dossier de Giannis Antetokounmpo, qui est pour l'instant pas parti des Bucks. Est-ce que lui veut réellement partir ou pas? C'est un dossier qui franchement commence à m'énerver, parce qu'on entend plein de choses dessus. On entend oui, Giannis est mécontent, Giannis veut partir, etc. Mais Giannis, si t'as envie de partir, pourquoi tu demandes pas officiellement ton trade? C'est ça que je ne comprends pas. Donc voilà, est-ce que Giannis va partir ou pas? A priori, les dirigeants des Bucks veulent le trade, mais ils sont très gourmands, donc au final, ils pourraient le garder pour la saison prochaine. Est-ce que Cleveland va enfin bouger sur Giannis Antetokounmpo? Mais au vu de leur masse salariale, ça veut dire qu'il faudrait sacrifier Evan Mobley. Dans ton projet, est-ce que tu as envie de quand même sacrifier Mobley, certes qui est nul en attaque mais qui est très bon défenseur? On parle d'un ancien Deep-Boy, ancien All-NBA qui a seulement 25 ans. Donc est-ce que tu as vraiment envie de bouger pour celui qui est l'un des piliers de ton projet? Voilà, c'est toutes ces questions-là
pour Cleveland qu'il faudra se poser, parce que je pense que l'intersaison qui arrive, c'est une charnière pour les Cavaliers. Soit ils continuent d'être compétitifs, soit ils doivent totalement appuyer sur le bouton rouge et reconstruire, mais ce serait vraiment un échec parce que au final ils n'étaient pas forcément très loin d'atteindre leurs objectifs. Alors, je pense que leurs objectifs évidemment c'était d'être champion en étant allé chercher Harden à la deadline notamment. C'est un échec total, donc voilà, à voir quelle direction va prendre Cleveland cet été. Les Knicks sont en finale NBA pour la première fois depuis 27 ans. Cette victoire, elle est pour tous ceux qui ont permis aux Knicks d'arriver là. Elle est pour Julius Randle, elle est pour Alec Burks, elle est pour RJ Barrett, pour Emmanuel Quickley, pour Tom Thibodeau malgré tout. Elle est aussi pour Derrick Rose, pour Reggie Bullock, elle est pour Carmelo Anthony, elle est pour Tyson Chandler, elle est pour Amar'e Stoudemire, et elle est pour tous les fans des Knicks en France et ailleurs. En tant que fan des Knicks, franchement, on a souffert pendant toutes les années de reconstruction. On y a cru, on y a fini frustré ces dernières années. On peut enfin profiter cette saison. C'est juste magnifique ce qu'ils sont en train de nous proposer les Knicks. Finale NBA, dans quelques jours. Voilà, les Knicks n'ont jamais été aussi proches de soulever le trophée Larry O'Brien. Ils sont plus qu'à 4 victoires de le faire. C'est absolument magnifique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway.